Je vois pas mal de demandes d'avis, de conseils sur les réseaux sociaux en ce qui concerne plus particulièrement les pathologies chroniques qui sont difficiles à soigner. À la base, la démarche elle est plutôt bonne puisqu'on va mettre en commun des expériences personnelles qui vont apporter bon nombre d'infos et qui sont toujours utiles. Néanmoins, d'un autre côté, il y a un côté un petit peu plus négatif de ces personnes qui vont venir prendre la parole et apporter des réponses assez catégoriques du genre « t'as mal au talon, alors c'est sûrement un problème de foulée, tu mets des semelles orthopédiques et puis c'est réglé ». Alors si j'ai choisi cet exemple-là bien précis, c'est que justement aujourd'hui nous allons traiter de ce sujet-là avec un nouvel intervenant du pôle Medsport à Marseille. C'est parti! Alors me voilà donc au pôle Medsport avec Christophe, le nouvel intervenant dont je vous ai parlé dans l'introduction. Donc Christophe, je te laisse te présenter et nous dire un petit peu en quoi consiste ta spécialité dans le domaine du sport. Alors donc je m'appelle Christophe Spriano, donc je suis podologue du sport au pôle Medsport. Alors la podologie du sport, c'est une spécialité de la podologie à l'état brut. C'est une formation diplômante, un diplôme généralement d'université. Il y a aussi pas mal de formations non diplômantes mais très intéressantes qui nous permet justement, à la différence de la podologie, j'allais dire de ville, de connaître, disons, le sport en général, sa nutrition, l'entraînement, l'athlétisation, mais aussi le geste sportif en fonction de tel ou tel sport, en fonction de tel ou tel poste également. Ça nous permet également de connaître plus profondément les pathologies liées au sport et donc, en définitive, une prise en charge beaucoup plus globale et une étude dynamique avec des bilans beaucoup plus dynamiques que statiques. On passe quand même pas à travers une étude posturale, ça c'est quasiment obligatoire, mais on va rentrer beaucoup plus dans la dynamique et dans la course à pied, dans l'étude des gestes et liées aux pathologies pour lesquelles viennent les patients, quoi. Donc aujourd'hui, si je suis venu te voir, c'est parce que il y a pas mal de questions qui se posent sur les réseaux sociaux et on va y revenir. D'ailleurs, la première, c'est voilà, quand on va chez les vendeurs aujourd'hui, on demande en priorité souvent quelle est notre foulée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important pour choisir une paire de running? Alors, ça c'est un vaste sujet. Donc là, avant tout Damien, je vais faire une généralité, d'accord? Parce que chaque personne va être différente et forcément il y a des personnes qui vont s'éloigner de ce que je vais dire et j'en suis tout à fait conscient. Mais le but, voilà, c'est de faire un état des lieux global des choses. La foulée, bon, si on prend un pied, ça va être son positionnement en l'air et au niveau de l'attaque au sol sur la poussée. Donc il y a des foulées qui sont très aériennes, c'est-à-dire où le sportif va passer beaucoup plus de temps en l'air qu'au sol, généralement avec des appuis d'avant-pied. Donc on va regarder l'attaque du pied sur la partie avant-arrière, d'accord? Donc ces gens-là vont arriver beaucoup plus au niveau de l'avant-pied, pousser et rester beaucoup plus en l'air. Généralement ce sont des gens, on va les voir courir avec une phase ascendante, un peu en pic. À l'inverse, donc, une foulée beaucoup plus terrienne où la personne va avoir besoin d'impacter beaucoup plus le talon. Nous, vulgairement, on appelle ça des tracteurs parce qu'ils poussent le pied, il reste très longtemps au sol, hop, il soulève, il laboure. Alors, il n'y a pas de foulée dans ce sens-là, en tout cas idéal. Les sportifs, généralement, c'est la leur, c'est leur signature et ils sont très bien dans ce qu'ils sont. Donc, il faut déjà jamais essayer de comparer une foulée l'un par rapport à l'autre, que ce soit justement dans le choix des chaussures ou pas. C'est sa foulée, c'est sa chaussure et c'est propre à nous-mêmes. Après, la foulée, bien évidemment, surtout dans les magasins de sport, ça, on va rarement le chercher. Ils vont rarement le voir. Ouais. Ce qu'ils vont chercher le plus, c'est sur tapis filmé, ils vont vérifier s'il y a une pronation du pied, c'est-à-dire le pied qui va vers l'intérieur, ou une supination du pied, le pied qui va sur l'extérieur. Alors là, attention, la pronation du pied, c'est pas aussi simple que ça. On ne va pas vérifier simplement si le pied va vers l'intérieur, il peut aller vers l'intérieur à l'arrière, au milieu, à l'avant, les trois. Donc, est-ce que c'est global? C'est là où ça devient beaucoup plus compliqué, fonction des chaussures qu'on va acheter. La supination, bien évidemment, c'est l'inverse. Donc, c'est le pied qui va se positionner un peu plus sur le bord externe, alors que ce soit ou à l'attaque pour ceux qui aiment attaquer, ou sur la fin du pas pour ceux qui ne sont que au niveau de l'avant-pied. Voilà, ça au niveau de la prono-supination et arrière-avant. Globalement, la foulée va se situer là. En fonction des chaussures, c'est vachement important puisque les chaussures, alors là, tu parles à un professionnel de santé, ce qui fait que nous, on va forcément conseiller du neutre, toujours, puisque s'il y a un problème à corriger ou à compenser, corriger pas trop, mais compenser, c'est nous qui allons le faire. Donc nous, on aime quasiment beaucoup de chaussures neutres, mais on n'est pas contre les personnes, les sportifs qui ont l'habitude de leur contrôle anti-pronation ou anti-supination. Alors ça, c'est des renforts qu'on va retrouver essentiellement au niveau des chaussures, des renforts le plus souvent arrière, ou pour les personnes où le vendeur va voir
une pronation du pied va donner un contrôle anti-pronation, c'est-à-dire que la semelle en interne de la chaussure va être beaucoup plus ferme. Bon après, attention, ça c'est encore très généraliste, on ne sait pas ce qui se passe sur le médio-pied, sur l'avant-pied. Donc il faut vraiment être bien sûr et il faut vraiment quand même essayer de prendre la chaussure et de courir, j'allais dire, sur tapis. Alors le problème c'est que c'est très limité, puisque de courir sur tapis, c'est pas très naturel. Généralement, le vendeur il est là, ou nous, on regarde. Donc on sait que l'information que va nous donner le sportif va être limitée à ce moment-là. On n'aura pas vraiment tout ce qui se passe dans un trail en colline, au bout de 10 km, en descente, avec des cailloux. Donc voilà, ça reste quand même une étude qui est très intéressante, c'est un très bon complément, mais limité. Donc attention aux chaussures, on va retrouver différents types de chaussures. On va retrouver des chaussures avec un drop. Le drop, ça va être la différence de hauteur qu'il va y avoir entre le talon et l'avant-pied relativement élevée. Ces chaussures-là vont avoir tendance généralement à emmener un impact du talon au sol. Donc le drop va être intéressant, là il faut bien le regarder. Il y a aussi ce qu'on appelle le stack, donc c'est l'épaisseur globale de la chaussure, pour ceux qui connaissent par exemple les Hoka. Maximaliste, exactement. À l'inverse, donc forcément, tu me tends la perche, il va y avoir des chaussures minimalistes, qui, elles, on le sait, globalement, vont quand même avoir, alors encore une fois, on généralise, hein. Sinon il y a des internautes qui vont pas m'aimer, mais qui vont faciliter, disons, un impact avant-pied. Donc le choix de la chaussure va être intéressant en fonction de la foulée. Encore une fois, si on est vraiment très talonnant, il ne faut pas s'amuser à commencer à se jeter dans les chaussures minimalistes, même si par effet de mode sur Internet ou en parlant avec les collègues, certains s'en sortent très très bien. Ça sollicite pas du tout les mêmes chaînes musculaires, pas du tout. Pour une même action, on va avoir le quadriceps qui va emmener une extension du corps vers l'avant, et dans certains cas, on va avoir le mollet qui va emmener. Donc il y a des personnes qui vont être plus fragiles à ce niveau-là, et donc ça risque de partir après en blessure. Il y a aussi le fitage de la chaussure, qui est le fait que la chaussure soit bien prise au pied. Encore une fois, il y en a qui ont des préférences, avoir une chaussure, je dis pas serrée, mais en tout cas bien englobante. Sur le trail par exemple, on retrouve le plus souvent les Salomon, comme ça, qui sont assez prises. À l'inverse, il va y avoir les Altra qui, elles, par exemple, elles sont hyper larges. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise chaussure, il y a une chaussure adaptée aux sportifs, quoi. Très bien. Et donc justement, on parlait de supination, pronation. Et en soi, est-ce que c'est vraiment une pathologie? Parce que là aussi, quand on parle de ces mots un peu barbares, des fois, pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment, on dit je suis pronateur, je suis supinateur. Ça veut dire quoi? Que mon pied n'est pas droit, que... Bon là, on est encore sur une grande question. On est encore sur une grande question. Alors pour reprendre ce que j'expliquais tout à l'heure, donc la pronation, c'est une position interne du pied, de manière générale. La supination, c'est une position externe du pied. Mais alors encore une fois, bon, attention, pour séparer un peu, parce que c'est très important, nous on va chercher ça systématiquement. On peut avoir une pronation de l'arrière-pied et une supination de l'avant-pied. Alors en soi, si je généralise un peu le phénomène, le plus souvent, lorsqu'il y a des pronations, on va le plus souvent avoir des rotations internes du membre inférieur. Donc en termes de pathologie, on peut se retrouver alors sur des tendinites du pied, bien évidemment. On peut se retrouver sur des syndromes patellaires. D'accord, on peut se retrouver sur des syndromes d'essuie-glace, des TFL. Enfin, il y a pas mal de pathologies, effectivement, qui sont données par de la pronation. La pronation, c'est quand même un phénomène naturel d'amorti du corps. C'est-à-dire que la pronation va permettre au corps de s'amortir au sol, par le biais des articulations. Et certaines personnes ont besoin de ça. Et c'est là où la chaussure vient, c'est là ça devient un peu plus compliqué, vient se mêler à ça, puisqu'il y a des chaussures amortissantes et des chaussures qui ne le sont pas. Donc des fois, tu te retrouves avec des gars, avec des sportifs, qui vont arriver à amortir eux-mêmes leur corps par le biais de la pronation. À l'inverse, forcément, la supination va avoir tendance à créer une extension. Donc à l'impact ou à la propulsion, c'est très très raide. Du coup, l'amorti qui est nécessaire, sans ça on rentre dans le sol, hein, va se faire beaucoup plus par le jeu tendineux, musculaire, voilà. Donc tu en as qui sont faits pour ça, et ça ne leur pose absolument aucun problème. Ils sollicitent du coup très rarement les articulations, puisque les mouvements articulaires sont très faibles. C'est des ressorts très serrés, tac, tac. Et donc on va se retrouver sur des impulsions. Chez ces sportifs-là, ça peut ne pas être pathologique. Le plus important, ce qu'il faut prendre en compte, en tout cas nous, ce qu'on prend en compte en podologie du sport, c'est la venue du patient. Pourquoi il vient? Il a mal, il veut augmenter ses performances, il veut du confort. Donc voilà, c'est sûr qu'un patient qui vient avec des douleurs et une trop forte pronation, on va se méfier. On va se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y va trop, il y va pas assez. Point aussi important sur lequel je voulais venir, c'est que en médecine du sport, de manière générale, la norme physiologique donnée par les livres et donnée par tous les livres en général, nous, on s'assoit un peu dessus. Chaque personne va avoir sa norme.
Et le plus souvent, cette personne-là va se blesser parce qu'elle tourne autour de sa norme et non pas autour de la norme habituelle. D'accord? Donc tu as des gens qui vont être très sur l'avant du corps. Ce qui est difficile justement en examen, et c'est là où nous on doit être très précis, c'est est-ce qu'elle est trop par rapport à ce qu'elle devrait être ou est-ce qu'elle ne l'est pas assez. Mais une personne qui l'est trop, qui est par exemple qui court beaucoup trop sur l'avant, beaucoup trop sur l'avant-pied, il suffirait simplement de la renvoyer un peu sur l'arrière, mais toujours sur l'avant-pied, pour la soulager. Voilà, donc la pronation, là j'ai fait un synonyme entre avant-arrière, je peux faire un synonyme entre pronation et supination. Tu as des personnes qui vont avoir des belles pronations du pied et qui vont se créer par exemple une tendinite ou une périostite par exemple. Allez, une périostite, ces gens-là, tu leur réduis légèrement, très légèrement leur pronation, ils restent toujours un peu en pronation et ça disparaît. Donc voilà, la difficulté vraiment, à mon sens, hein, elle est là. Elle est dans le jugement entre le curseur. Mais en tout cas, ça serait trop facile de pouvoir réaligner tout le monde sur une même norme. On aurait 50% de chances de faire du bon travail. Parce que forcément, il y en a 50 pour qui ça irait bien. Voilà. Et la difficulté, c'est que, ben non, on va surtout travailler pour les 50% d'autres pour qui ça va pas aller, quoi. Ce qui revient systématiquement aussi dans ces commentaires que je peux voir sur les réseaux sociaux, c'est la demande systématique où les personnes vont demander systématiquement donc des semelles, voilà, des semelles orthopédiques. Voilà, c'est ça. En gros, je te schématise comme j'ai expliqué dans l'introduction. Ah, tu as mal au talon, c'est sûrement un problème de foulée, tu te fais faire une semelle orthopédique et puis c'est réglé. Donc voilà quoi. Est-ce que c'est vraiment avéré? Est-ce que c'est systématique de demander ou d'avoir des semelles orthopédiques? Ou c'est beaucoup plus complexe que ça? Alors ouais, c'est un peu plus complexe que ça. Alors encore une fois, je vais donner une idée générale. Hein. Certains vont s'y retrouver, d'autres non. En sport, les semelles, les orthèses plantaires, les semelles orthopédiques vont avoir grosso modo 3 caractéristiques bien particulières. Soit elles vont être mises en place pour une douleur. Donc à ce moment-là, ben, bilan, tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Soit elles vont être mises en place pour de la performance, c'est-à-dire que globalement le patient va bien, seulement on a la possibilité, en trichouillant un peu, en allant justement dans sa signature, en venant lui faciliter la même chose qu'il va choisir une paire de chaussures pour être plus à l'aise et donc plus performant. Il faut savoir que le confort donne de la performance, ça c'est certain. Si on est confortable, on travaille mieux. En sport, moi personnellement, je trouve que c'est pas du tout systématique. C'est pas du tout systématique parce qu'on travaille justement avec une équipe complète, y compris même pour des sportifs qui ont l'habitude de certains magasins de sport, on peut tout à fait se mettre en contact, toute l'équipe, avec le vendeur qui le connaît parce que ça fait 10 ans qu'il le suit. Et à un moment donné, lui connaît très bien ses chaussures, bien mieux que nous. Donc il peut aussi nous guider. Alors les semelles, c'est pas tout à fait systématique. Effectivement, ça va dépendre de plusieurs critères. Le parcours médical du patient. Le sportif, c'est sûr que si je prends les 2 cas de figure bien précis, c'est-à-dire que s'il nous dit ben, j'ai mal depuis 4-5 jours, alors je me suis fait une tendinite d'Achille, un TFL, j'ai mal sous le talon, ou quoi que ce soit, et que ça fait une semaine, on aura beaucoup plus tendance à se mettre en retrait, parce qu'il y a quand même pas mal de chances pour que ça s'améliore naturellement, ou avec les kinés, avec l'autre corps médical. Donc moi, je sais que personnellement, j'y vais pas. À l'inverse, un patient qui en est à sa 50e séance de kiné, qui a fait des infiltrations, du PRP, qui ne sait plus quoi faire, qui a changé ses chaussures, il est évident que là, on va beaucoup plus facilement rentrer dans le jeu que ça. Ça, de toute façon, c'est évident. Après, bon, la chronicité, ça c'est ce que j'expliquais, on peut pas, on est obligé d'intervenir à un certain moment. Maintenant, on travaille quand même en équipe. Moi, j'aime pas trop mélanger. Je trouve qu'en podologie du sport, on a tendance justement à ne pas, et ça c'est bien, à ne pas mélanger les prises en charge. Un patient qui est sur une prise en charge kiné, même si sa douleur est assez chronique, hein, mais il est sur une prise en charge kiné par exemple, ostéo, autre, hein, on aurait tendance à le laisser faire, à attendre la fin des séances. Pourquoi? Parce qu'on va éliminer tout ce qui est inflammatoire. Maintenant, bien évidemment, si c'est très mécanique et ultra mécanique et que le kiné nous demande de l'aide, là, on va rentrer beaucoup plus facilement, on va y aller direct. Hein. Donc après, tu vois, il n'y a pas forcément de recette, quoi, en fait. J'allais te dire, la recette, elle dépend du parcours du patient, du parcours médical du patient, mais ça va aussi dépendre de ses objectifs, parce que voilà, s'il est sur une année où il veut faire l'UTMB, il veut faire le Mont Blanc, où il veut faire des marathons, où il veut reprendre, on va dire, une activité alors qu'il est sur une petite pathologie, on sait qu'il va accroître ses entraînements, donc on aura tendance à y aller aussi. Mais pour répondre clairement à ta question, je peux pas y répondre en fait, parce que voilà, en fait, nous il nous arrive d'avoir la réponse à ça les 2 dernières minutes du bilan qui généralement durent 3 quarts d'heure, parce que il faut vraiment que tout corresponde. Les semelles, ça reste un traitement comme un médicament, donc elles ne résolvent rien à elles seules, mais rien du tout. Elles ne soignent pas un TFL, de toute façon on ne soigne pas, on améliore
déjà nous en tout cas, mais il n'y a rien de magique là-dedans. Il faut forcément que le travail se fasse vraiment en équipe. Elles peuvent potentialiser des exercices donnés par un kiné parce que voilà, on travaille en groupe, donc ils vont potentialiser par exemple l'exercice d'ancrage, d'extension, certains exercices. Les semelles peuvent améliorer, ou à l'inverse, les exercices peuvent améliorer l'effet de la semelle. Et voilà, on travaille à plusieurs, et à la limite, moi je prends toujours un peu l'avis de mes collègues kinés ou des médecins pour qu'on soit tous d'accord pour la faire. Vraiment, quand c'est vraiment nécessaire, là on y va. Mais si on peut éviter de le faire, si on peut laisser le naturel se faire le plus possible, on essaye. Et le plus naturel, à mon sens, encore une fois, la kinésithérapie, c'est important. Les auto-exercices sont importants aussi, mais il faut prendre en compte la nutrition, l'hydratation, les chaussures, bien sûr, la foulée. Et là, on peut faire une liste non exhaustive de toutes les caractéristiques qui peuvent justement rentrer dans une pathologie, l'améliorer ou l'empirer. Ben, voilà. C'est super complet. Et là, en l'espace de quelques minutes, on se rend bien compte que c'est très compliqué et qu'il faut vraiment se rendre chez des spécialistes pour avoir un avis vraiment professionnel et bien défini. Donc, on a plein d'informations qui vont nous permettre vraiment d'en savoir. J'espère. Voilà, qui nous permettent vraiment de démarrer dans le truc. Exactement. Et c'est super sympa de m'avoir reçu. Ben, merci à toi, c'est gentil. Je pense que je reviendrai faire un test ici, justement, pour tester ma foulée, que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Et ça sera super intéressant d'approfondir un petit peu le sujet et de faire une étude de cas sur moi-même. Du coup, Christophe, je te remercie. Merci à toi. À bientôt. C'est gentil. Nous, on se retrouve merci à tous. Voilà. Et puis Christophe au Pôle Med, je répète, pour ceux qui habitent dans la région et qui voudraient avoir affaire à lui, au Pôle Med et aussi au niveau du quartier des Olives à Marseille. Voilà. Alors, je vous remercie. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Vidéo relativement longue et pourtant, selon Christophe, pas assez. Si on doit faire une synthèse rapide de toutes ces questions qu'on vient juste d'aborder, il faut juste retenir que le podologue du sport fait partie intégrante de cette chaîne d'intervenants qui encadre le suivi du sportif. Il peut aussi bien travailler en étroite collaboration avec des kinés ou d'autres professionnels de la santé, mais aussi avec des vendeurs de chaussures de running. Les bilans vont permettre vraiment d'approfondir ces notions de pronation, de supination, car chacune d'entre elles va proposer 3 variantes. Elles vont proposer tout d'abord l'appui sur l'arrière du pied, sur le centre, mais aussi sur l'avant du pied. Il faut savoir que généralement, le podologue conseille toujours de partir sur une chaussure avec des foulées universelles ou neutres. Et même en effectuant un bilan qui peut durer de 40 minutes, 45 minutes, il est quelquefois difficile de déterminer si le coureur a réellement besoin de correction grâce à une solution de semelle orthopédique. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et m'encourage pour la suite. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et tu seras informé des prochaines vidéos qui seront postées. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tu peux aussi poser toutes les questions que tu désires dans les commentaires ci-dessous sur ce sujet qu'on vient d'aborder. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!